Quand je me demandais ce qui m'avait poussé à me tourner vers cette musique-là, je me disais que c'était ce que ça me faisait dans la tête, mais aussi dans le ventre. Un truc sexuel. C'est ce qu'écrivait Anne Scott dans Superstar, qui raconte les passions féminines sur fond de techno. Roman culte sorti en 2000, ce livre moite, dense et générationnel nous amène dans les tréfonds de la scène underground sans filet de sécurité. C'est sans doute ça qui a plu à Marine dans la culture techno. Être portée par la musique, ne plus toucher terre, parfois. Mais dans ce monde aux codes qui lui sont propres, elle s'est retrouvée face au meilleur comme au pire. Vous écoutez Transfert épisode 198, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Attention, cet épisode aborde un sujet sensible. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. En 2018, je fais la rencontre de mes amis, de mes meilleurs amis et dont une amie, particulièrement qui, m'emmène, en teuf. On fait beaucoup la fête et dans une de ces soirées, je fais la rencontre d'un ami à elle. On prend, des tasses, donc du coup, de l'ecstasy. Quand je me réveille, je suis en train d'embrasser ce garçon. Faut savoir qu'il est très grand, il est brun, brun ténébreux, il a les yeux noisettes, voilà, on peut pas le louper en fait. Vraiment, il a un physique, assez atypique. Et on va, tous les 3 chez elle et lui, il dort sur le canapé et moi, je dors, dans la chambre, de mon ami. Donc lui, il essaye de me recontacter, sur les réseaux, mais moi, ça m'intéresse pas trop, je suis un peu gênée parce que j'ai fait un blackout. Durant cet été-là, on se rapproche un peu avec ce garçon. Je fais beaucoup la fête et on couche ensemble. Moi, je suis vierge à l'époque, ça se passe extrêmement bien, il est très doux, très attentionné avec moi. Le lendemain, je pars, en vacances avec des amis. Par message, il commence à me dire qu'il m'aime. Donc moi, ça me fait très peur et je lui dis d'un peu se calmer. On se revoit à la rentrée plusieurs fois, on se revoit beaucoup. Il me dit: «Bon, bah, on peut sortir ensemble» et j'accepte parce que, je me dis: «Pourquoi pas?» même s'il me plaît pas tant que ça et s'ensuit une grosse période de lune de miel. Donc voilà, il me fait des énormes déclarations d'amour. À un moment même, il pleure, de joie tellement il est content de m'avoir rencontrée. Il m'offre des restaurants hors de prix, des super beaux bijoux. Il me présente sa famille, très vite et moi aussi, du coup, je lui présente la mienne. Il y a un moment où vraiment il y a eu un petit, où j'ai vraiment vu un peu son vrai visage. On était à Marne-la-Vallée, on se promenait, dans les boutiques et cetera et j'ai commencé un peu à faire la gamine pour le faire rire, à faire un peu la folle et ça lui a pas du tout plu. Donc il a commencé à être très froid, très distant. Il m'a déposée chez moi et pendant 3 jours, il a à peine répondu à mes messages et c'était vraiment une cassure très nette entre cette période de lune de miel et ce moment et j'ai pas trop compris. J'ai demandé à notre amie commune si c'était normal. Elle m'a dit: «Oui, oui, ça lui arrive des fois, d'être très distant, avec tout le monde, pendant quelques jours» et il est revenu vers moi au bout de quelques jours. Moi, j'ai pas trop compris et puis c'est redevenu comme avant. À partir de ce moment-là, j'ai toujours ce moment en tête, de ce visage que je lui connaissais pas et surtout, le plus important, c'est qu'on fait énormément la fête ensemble. On va dans n'importe quelle, soirée, techno, on va dans des hangars, dans des teufs, dans des festivals, vraiment je sors tous les week-ends et lui prend énormément de coke donc moi aussi et je commence à plus voir, un week-end sans prendre, 1 gramme de coke, c'est indispensable pour moi. Parce qu'à chacune de ces soirées, je prends, bah, un Taz, parce que lui aussi et sauf que moi le Taz m'endort énormément. Mon corps est pas du tout, prêt pour ses effets et donc j'ai 15 minutes de montée puis après je passe le reste du temps à dormir. Il m'en veut beaucoup en fait de m'endormir dans ces soirées parce que je lui gâche un peu la fête. Si moi je prends de l'exta alors que ça me fait ça, c'est parce que j'ai envie d'être, pareil que lui, j'ai envie de ressentir ce qu'il ressent, mais ça n'a pas du tout les mêmes effets sur moi. Le moment où tout dérape, c'est, une semaine en janvier 2019 où, je suis un peu malade. Du coup, il vient, chez moi et on se voit non-stop parce qu'il prend soin de moi. En fait, il y a eu une sorte de trop plein. Il a commencé à être super distant avec moi, beaucoup plus, qu'avant. Du coup, je comprends pas pourquoi il est comme ça. Je comprends pas pourquoi il est distant avec moi par message et en vrai, il veut pas pratiquement pas me voir et donc du coup, je commence à m'imaginer, tout et n'importe quoi. Je commence à psychoter beaucoup. Je commence à fouiller dans son téléphone, je sais que c'est pas bien, mais je le fais et là, j'ai un coup de couteau dans le cœur, je vois qu'en fait, il est allé voir une fille, qu'il avait rencontrée en after, qu'il avait vue chez elle et bah, je suis pas bête, je sais très bien qu'il m'a trompée à ce moment-là et le pire pour moi, c'était qu'on s'était vus le soir même et qu'il a fait comme si, tout était normal. Je le confronte
et il me dit qu'il s'est rien passé, qu'ils ont juste discuté, mais je suis pas dupe. Et le soir, de cette confrontation, je me dis: «Bon, bah, OK, c'est comme ça et je sais pas trop quoi faire». Du coup, on va en soirée ensemble avec des amis à moi et je leur en parle. C'est à ses amis qui me disent: «Mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, tu devrais le quitter sur le champ». Et du coup, mon copain, se sent vraiment jugé à cette soirée, enfin, c'est ce qu'il me dit et il m'empresse de partir et moi, je lui pardonne parce que, je suis complètement aveuglée par ça. Je me dis qu'on a un en fait, je repense à cette lune de miel et je me dis qu'on vit quelque chose de très fort et que je peux pas, louper ça et que surtout, bah, c'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Je vois pas ma vie sans lui. Tous les week-ends, ça se passe un peu toujours pareil, c'est-à-dire que on va en bifort avec nos amis, on va en teuf. Moi, évidemment, à cause de la drogue, je rentre vers 4 heures du matin parce que je suis explosée de fatigue et lui reste en after et je vais jamais à ses afters, mais je me rends bien compte qu'il se passe des choses, dans ces afters-là. Du coup, je pars de la soirée, je vais chez lui, je l'attends dans son lit et il rentre, entre 12:00, 13:00, ça peut être même beaucoup plus tard dans la journée et je suis vraiment, comme ça dans l'attente et on reste vraiment dans ce schéma, tous les week-ends. Et la semaine qui suit, du coup, ces soirées, je vois que, il a ajouté une nouvelle personne sur les réseaux, une nouvelle fille qui parle à plein de filles, qu'il a réinstallé Tinder. J'osais pas lui dire, en fait, j'osais pas du tout l'affronter. Au travail, c'est très dur, j'ai beaucoup de crises de larmes. Je travaille de manière très robotique. Je suis plus moi-même, en fait. J'en parle un peu, à mes amis et à ses amis, c'est à ses amis d'enfance qui me disent que, bah, en fait, quand il était au collège, il se trouvait très moche et donc du coup, il a un peu ce symptôme, de l'ancien, moche qui essaye de séduire à tout prix. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi il agit comme ça et c'est vrai que cette solution, même si elle me fait rire, c'est une bonne raison, mais ça n'empêche que ça n'explique pas pourquoi il me fait tant de mal et pourquoi il reste avec moi surtout. On va dans un hangar et voilà, on prend beaucoup de coke en before, on va dans la soirée. Moi, je prends un ecstasy, lui aussi. On commence à être défoncé. Moi, je commence à avoir très froid, donc je me mets dans le coin de chill. Puis mon mec, il va danser et pendant plusieurs heures, je reste comme ça. Je décide de partir, du coup, vers 3-4 heures du matin. Il me raccompagne, il me fait des belles promesses en me disant qu'il va rien se passer, qu'il pense à moi, qu'il me rejoint dans son lit et que, voilà, que j'ai pas du tout à m'inquiéter. Et dans la semaine qui suit, je découvre dans son téléphone qu'en fait, il avait rencontré une fille, donc une blonde et avec qui, il a embrassé quoi, il m'a trompée avec et en fait, c'est la première fois que je le confronte vraiment par rapport à une de ses filles et quand je lui en parle et que je lui dis que j'ai tout vu, que j'ai vu les conversations et que je sais exactement ce qui s'est passé, il nie tout en bloc quoi. Il dit que c'est complètement faux et il s'en va. Il a fui, devant moi, il est parti et ça a été super dur. Et finalement, il est revenu, la bouche en cœur et en me faisant des belles promesses que c'était la dernière. Donc les mois passent et bizarrement, il y a plus trop de problèmes comme ça. Et puis de toute façon, moi, je suis totalement dans le déni et dans l'acceptation de ça et surtout, je m'accroche à tous nos moments de bonheur. C'est-à-dire, les soirées, les moments où on est défoncés tous les 2 et ça c'est génial, les moments où on couche ensemble, les moments où on se fait des dates, où je m'accroche à chaque petite, miette de bonheur, qui me laisse. On va dans un festival en juin et on est complètement défoncés, on parle mariage, on commence à imaginer notre vie future et c'est magique, c'est génial et là, je me dis que, ouais, finalement, ça peut vraiment, fonctionner tous les 2 et malgré, tout ce qui se passe et on décide, d'aller dans un festival en Belgique, de techno pendant une semaine, cet été-là. C'est génial, mais la drogue, me fatigue énormément et je dors beaucoup. Mon copain, bah, lui, se balade et je sais pas trop ce qu'il fait. Tous les gens, dans notre groupe de camping, nous trouvent qu'on est un couple, parfait, qu'on est trop mignons et tout, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, je suis toujours un peu parano. J'essaye de regarder par-dessus son épaule quand il est sur son portable. Durant toute cette période-là, je me nourris plus parce que ma relation part en vrille et dû à la drogue aussi, la drogue fait perdre beaucoup l'appétit. Je suis, très stressée, je travaille plus, même pour mes études, en fait, c'est-à-dire que toute mon énergie va dans ma relation. Vraiment, je me nourris de chaque petit message, un peu positif, je perds beaucoup d'amis à cette période-là. Mes amis, à moi, d'enfance, des amis très proches et mes amis communs, par contre, savent que ça va pas et ils ont beau me dire,
de le quitter, de me dire que là vraiment, c'est pas possible, moi je suis vraiment, enfin je le défends quand même, bec et ongles, parce que je suis complètement dans le déni et que j'ai cette image de relation parfaite, et de d'âme sœur en tête, quoi. Le week-end après Dour, on passe, le week-end, séparés. Lui, il va, en vacances, dans une maison de vacances avec des amis à lui et je vais, chez mes parents. Le dimanche soir, quand on revient chacun de notre côté, on s'appelle, par FaceTime et je vois bien qu'il est différent et qu'il s'est passé quelque chose durant ce week-end. C'est-à-dire qu'il m'a pas parlé du week-end, il a été très froid et là, il revient tout mielleux et j'avais bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Du coup, on s'était vu le mardi, il avait fait un barbecue chez lui avec des amis. Donc on commence un peu à être tous bourrés. À un moment, je me retrouve avec, son téléphone portable dans la main. Donc je fouille dans son téléphone et je vois qu'il a réinstallé Tinder. Je vois dans son téléphone des conversations avec ses meilleurs amis où limite, il se vante en fait, qu'il m'a trompée avec, une des filles du week-end et que c'était une grosse blague. Du coup, je sors, de la pièce où j'étais avec son téléphone, je le confronte, je lui crie dessus devant tous ses amis. Je lui dis que moi je peux pas vivre sans lui, que je pourrais mourir pour lui et que lui il me fait ça, mais en fait que je le comprends pas et lui il me dit, bah, qu'il est pas du tout prêt à se mettre en couple en fait. Il me dit ça au bout d'1 an de relation. Donc pendant une semaine, on se parle pas. Moi, je suis plus bas que terre, je fais que pleurer. C'est horrible et le vendredi soir, je bois, j'oublie ma tristesse dans l'alcool. Dans mon ivresse, bah, je lui envoie des messages, je lui dis qu'il me manque et il répond. Le lendemain, on se voit, il vient me chercher. On recouche ensemble, mais sans se faire de grosses promesses et ça repart un peu comme avant, mais sans vraiment se dire, qu'on est heureux ensemble. Le week-end d'après, on se redispute encore. Il commence à insulter mes amis, à m'insulter moi et là, je le requitte, je le bloque de tous les réseaux et je sais qu'on a déjà vécu ça beaucoup de fois, mais là, c'est vraiment différent parce que c'est moi qui ai les rênes et c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter et que j'ai trouvé qu'il est parti trop loin. Quelques jours plus tard, il me recontacte en fait et me supplie de me laisser une dernière chance, enfin en tout cas un dernier date. Du coup, on se rejoint à Paris, il a sorti le grand jeu, il m'a acheté un bouquet de roses blanches, on se voit dans un café et là, il s'effondre en larmes. Il me dit que là, il a vraiment, compris ses erreurs, qu'il peut pas vivre sans moi, que je suis parfaite, que je suis la femme de sa vie et que vraiment là, il a compris qu'il est allé trop loin et que ça se passera plus jamais comme ça. Donc voilà, moi, c'est des mots que j'avais toujours rêvé d'entendre de sa bouche. Donc évidemment, moi, je suis au 7e ciel, je suis super heureuse et il me demande de passer la soirée avec lui et moi, j'accepte. Donc on va au restaurant, on va chez lui, on fait l'amour, c'est génial et tout se passe super bien. On décide de partir, à Amsterdam, le week-end du 15 août. Donc on y va, dans sa voiture, c'est génial, on passe, 4 jours, formidables, on fume des joints dans la rue, on est défoncés, on rigole. Enfin voilà, la drogue a toujours été au centre un peu de notre relation, mais ça on a vécu des moments tellement forts en fait grâce à ça qu'on continue, là-dedans et on finit par aller dans une boîte techno, là-bas et c'est super, on passe une soirée géniale, on prend des tasses, je vois sur son téléphone qu'il parle à la blonde du hangar, là, je commence à lui dire: «Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est quoi toutes ces promesses? Ça n'a aucun sens». Comme je suis défoncée, j'arrive pas trop à non plus, être, très en colère, mais c'est juste que je suis totalement dans l'incompréhension et il me dit que c'est uniquement pour prendre des nouvelles et il tape devant moi un message qui dit, que c'est fini et que maintenant il veut tout faire pour que ça se passe bien avec moi et moi je pardonne. Parce que je sais pas, j'ai envie que ça marche et je me dis que là, c'est trop beau et que j'ai pas du tout envie d'arrêter et je veux y croire. On rentre de ses vacances à Amsterdam et puis moi, je fais une soirée, un week-end, chez des amis d'enfance, à côté de chez mes parents et il y a un de mes amis que j'avais pas vu depuis longtemps qui me commence à me draguer. C'est un peu bizarre, compliqué, mais bon, on est bourrés et finalement, enfin, il me dépose chez moi, il monte dans ma chambre et on couche ensemble. Je me réveille et j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité. Donc le garçon était parti déjà dans la nuit et moi, si j'ai fait ça, c'est vraiment pour comprendre, en fait. Je voulais vraiment comprendre pourquoi, il faisait tout ça et si je loupais, quelque chose, d'extraordinaire, C'était plus de la compréhension que de la vengeance et je me suis rendu compte à ce moment-là que, il doit vivre dans une culpabilité énorme. Que en fait, je comprends que c'est aussi extrêmement facile de tromper, l'autre, mais je comprends qu'en fait, il doit tellement souffrir,
En octobre, on fait une soirée avec, des amis, une sorte de festival, en banlieue, parisienne. Et à un moment dans la soirée, il vient me voir, il me dit qu'il a pris du 2CB, du coup, c'est un dérivé du LSD et je lui dis que c'est pas très, raisonnable et qu'il aurait dû m'en parler avant. Du coup, moi, quand il me dit qu'il a pris, cette drogue-là, je m'énerve et je pars, toute seule, dans la soirée et je vois, dans la soirée, un moment, un mec, qui est, assis par terre et qui est visiblement, pas très bien et du coup, bah, nous, dans la techno, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on voit si quelqu'un est pas bien parce qu'on sait tous les problèmes que peuvent entraîner, la drogue. Donc je vais voir, ce garçon, je lui demande, si ça va. Il me dit pas trop, je vais lui acheter une bouteille d'eau et j'attends qu'il aille mieux et quand il va mieux, il me propose, des traces de K, donc la kétamine et moi j'accepte, j'en avais déjà pris avant et là j'en prends, 2 traces énormes en fait. Je prends une énorme quantité de kétamine. J'ai un énorme blackout et en fait, pendant 20 minutes, je me vois, complètement allongée mais sans pouvoir bouger et je suis dans une sorte de vortex un peu chelou et quand je me réveille, je suis à la Croix-Rouge, au centre de la Croix-Rouge de ce festival et je suis il y a mon mec qui est là, une de mes amies aussi et je suis pas bien du tout et en fait, on m'apprend que j'étais comme ça dans cet état-là pendant 4 heures et pas du tout 20 minutes et en fait, j'ai appris que j'avais fait un K.O.L, ce qu'on appelle une petite overdose de kétamine. Je me réveille, on sort, mon copain, me traîne à bout de bras parce que vraiment je suis, dans un état pitoyable, vraiment je bave, je tombe par terre, il me commande un Uber, le Uber arrive, je me pisse dessus, enfin bref, c'est horrible, je veux mourir en fait à ce moment-là, je suis vraiment pas bien. On prend le Uber ensemble, m'emmène, chez moi, il me borde dans mon lit, il me dit que lui par contre il est encore trop défoncé et qu'il veut retourner en soirée donc moi je suis fatiguée, j'accepte, mais que par contre quand je me réveillerai, il serait là et quand je me réveille, je fouille un peu dans mon téléphone et je vois qu'en fait, il s'est viré de l'argent de mon compte à son compte pour la soirée. Donc en fait, moi, j'ai fait une overdose et lui, il me vole de l'argent. J'ai vraiment une sensation d'incompréhension quand je vois ça. Donc il rentre, je le confronte et là, juste, il dit rien, il s'excuse et il me retransfère l'argent. En janvier, on fait une soirée, chez, notre amie commune, celle, qui avait initié notre rencontre à la base. Donc la soirée se passe super bien, c'est un énorme appartement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je suis défoncée et puis à un moment, je suis un peu fatiguée donc je vais dormir dans une des chambres et mon mec, me rejoint. Lui aussi est complètement défoncé et il commence un peu à m'exciter et donc bah, on commence un peu à faire l'amour et en fait, pendant qu'on le fait, il commence à me demander si on peut faire un plan à 3 avec une de mes amies qui est là. C'était un de ses fantasmes et moi, j'ai toujours dit non parce que à cause de toutes ces tromperies, j'ai développé une jalousie, maladive et là, le fait qu'il apporte comme ça, pendant qu'on est en train de coucher ensemble, ça me bloque totalement et j'ai plus du tout envie de coucher parce que et là, il commence à me dire qu'en fait, il veut, me la mettre dans les fesses. La manière dont il l'a dit, c'était vraiment de la manipulation. C'était soit on fait un plan à 3 avec mon ami, soit il me la met dans les fesses. Donc moi, à contre-cœur, bah, j'accepte qu'il me sodomise, en fait et c'était une sensation vraiment étrange. Enfin, je suis sur lui et c'est comme si, je regardais la scène d'en haut et enfin, je suis plus du tout dans mon corps, en fait. Je fais une sorte de dissociation un peu étrange et je sens que ça va pas. On change de position et là, il est derrière moi et moi, je suis face au mur et il commence à être de plus en plus violent et le moment où il arrête, c'est quand moi je commence à pleurer, en fait et parce qu'il se rend compte que là, ça va pas du tout et moi, je lui dis que j'ai peur, que vraiment il me fait peur et qu'il faut qu'il arrête. Donc là, il arrête, il me laisse finir de pleurer et il me dit que lui, il veut finir. Bah, je le laisse finir en moi, sans bouger et après moi, je reste comme ça dans ce lit et il me dit qu'il me laisse me reposer et il s'en va. Et là, je regarde le plafond et je me dis: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer?» Je savais pas si c'était vraiment arrivé ou pas. C'était une sensation vraiment très étrange. Donc je me rendors, je me réveille, je suis toujours un peu dans le flou de ce qui vient de se passer. La soirée est toujours, en train de se faire, il doit être 6 heures du matin et que je suis tout de suite allée aux toilettes et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du sang qui me coulait des fesses. C'est là que j'ai compris que vraiment c'était réel, quoi et je suis allée voir, mon mec et je lui ai dit que je voulais partir de la soirée et il m'a raccompagnée en voiture et dans la voiture, j'étais vraiment, choquée, enfin je parlais pas et lui, à ce moment-là, s'est rendu compte vraiment de ce qu'il avait fait. Il m'a dit: «Je suis un monstre, tu me regarderas jamais pareil», et il m'emmène chez lui et on dort, dans le même lit et quand je me réveille, c'est comme si j'avais complètement tout oublié, tout effacé, en fait. Enfin, mon cerveau a mis cette, information de côté. Avec, mon mec, on est beaucoup, dans le BDSM. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de moments très violents,
Mais moi, j'aime bien, en fait, ça a toujours été comme ça, mais le problème, c'est que lui, c'était vraiment son gros fantasme et on a fini par, ne faire l'amour que comme ça et donc pour moi, bah, c'était normal, en fait, c'était comme ça que le sexe se faisait et faire du sexe, simplement, c'était pas bien, en fait. Après ce week-end-là, c'est comme si, rien ne s'était passé. On continue, notre histoire ensemble, on continue à sortir, à faire la fête, mais moi, quand je suis ivre le week-end, bah, je lui en parle, je lui dis: «Bah, écoute, tu m'as violée», et lui, il dit: «Bah, je sais», et en fait, je sais pas, c'est comme si on le savait, mais j'arrive pas à en parler autrement que quand je suis dans un état second et lui, il se rend bien compte, que ça va pas. Il me dit, «Notre relation, elle est pourrie, jusqu'à la moelle», mais on n'arrive pas à se quitter, quoi. Quelques semaines après, moi, je pars à Berlin pendant une semaine, pour mes études. Je décide, avant de partir, de faire un break. Je lui dis, «Pendant cette semaine-là, on se parle pas du tout et quand on se revoit le week-end prochain, on verra, ce qu'il en est». Il accepte et pendant cette semaine-là, bah, je fais tout ce processus de deuil de ma relation et il y a une soirée où vraiment je suis hyper bourrée et là, je commence à pleurer, à chaudes larmes pendant toute la soirée. En fait, je pleurais même pas à cause de mon viol, je pleurais vraiment parce que je faisais le deuil de ma relation et que je savais que c'était fini. On se revoit, il vient chez moi et là, je lui dis que je veux qu'on arrête et lui, il accepte, il dit qu'il est d'accord. Moi, je suis très soulagée. J'ai vraiment un sentiment de soulagement. Même si c'est dur, je sais que j'ai une vie en dehors de lui. Quelques semaines après, je suis dans un bar avec des amis et je couche avec un des amis, que j'avais rencontré, à Dour, en Belgique et pendant que je couche avec, ce garçon, je me rends compte que je me suis fait violer. Là, je lui dis: «Je crois que je me suis fait violer», et lui, il me dit: «Bah, on verra plus tard, tu bourré», donc on a continué à coucher ensemble et le lendemain, il a essayé de m'en parler. Il m'a dit: «Ouais, tu m'as dit un truc, hier soir, voilà» et moi je voulais pas en parler. Je lui ai dit: «Ouais, on oublie». Il s'est passé un truc, très important, le confinement et pendant 2 mois, moi je suis restée, avec, des amis. On était dans une colocation à 7, c'était génial et lui, il est tout seul avec, ses parents, et ça a été une période très, très dure parce que lui, c'est à ce moment-là qu'il a fait le deuil de notre relation et il m'appelait tous les jours et il était complètement ivre et il m'appelle, soit pour, m'insulter, soit pour dire qu'il m'aime et c'était super dur donc j'ai passé vraiment 2 mois à l'écouter ou à le bloquer. Je pleure beaucoup mais en même temps, moi, j'ai de la chance parce que j'ai mes amis qui sont là pour me réconforter. Le confinement, ça m'a beaucoup aidée à faire une désintox, de la coke et surtout de réfléchir à tout ce qui s'était passé et je suis un peu sortie de mon déni. À la fin du confinement, je commence à en parler autour de moi et là, il y a vraiment, des amis, qui me croient pas du tout, qui doutent de moi et qui doutent, de ce qui s'était passé et ça a été super dur. Ça a fait un tri dans mes amis, mais c'était vraiment difficile. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui m'ont soutenue et le fait que ce soit un viol conjugal et surtout que c'était en soirée et que j'étais un peu défoncée et tout, ça a vraiment joué sur le fait, que des gens, doutent de moi et le fait qu'ils connaissaient, mon ex et que, ils le croyaient pas capable de faire ça. À la fin du confinement, on se revoit, il essaye de m'embrasser et moi je le repousse pas. Mais quand il m'embrasse, je sens que c'est différent et que j'ai commencé à plus avoir de sentiments pour lui et là, je savais vraiment que c'était fini et quand, je sors, de ce rendez-vous, je le bloque de partout et là, je sais que ça a mis un point final à notre relation. Je couche avec d'autres garçons et même, durant cette période-là, j'ai des symptômes un peu, qui commencent à apparaître. C'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse, dans mon sommeil, et surtout, j'ai beaucoup de colère en moi. Je m'énerve très vite. L'été qui a suivi notre rupture, je le recroise. La première fois que je le croise, je l'ignore. Je veux vraiment pas le voir, lui parler et la deuxième fois que je le croise, là, je le confronte et je lui dis que je suis en flirt avec un garçon qui me plaît beaucoup et avec qui je veux vraiment que ça marche et je veux vraiment tomber amoureuse de lui, mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'avec tout le mal qu'il m'a fait, je sais pas si je vais y arriver et quand je lui dis, cette phrase-là, il s'en va. En fait, il répond même pas et juste, il fuit, quoi. Après s'ensuit une grosse période où on s'est pas revus et moi je me mets en couple avec un garçon avec qui ça se passe très bien, qui est, une relation super saine et il comprend tout à fait, tous mes anciens traumas et c'est super. En juin 2021, on fait une soirée avec, mes amis et dans la queue, un des amis communs que j'avais avec mon ex me prévient qu'il est là
Donc c'était une soirée LGBT et on était tous, à moitié à poil, lumière, rouge, grosse techno, et on sue beaucoup, il fait très chaud. Donc c'est ce genre de soirée-là, c'était génial. J'ai passé une soirée super avec mes amis et mon ex est là et en fait, pendant la soirée, il essaye de danser à côté de moi et je vois qu'il essaye de me parler, mais moi je peux pas le voir, en fait. Enfin, c'est impossible pour moi de le voir. Surtout, je comprends pas pourquoi il veut me parler dans ce contexte-là, je trouve ça très étrange et je l'ignore complètement toute la soirée. On sort au petit matin de la boîte et là, je le vois en plein jour et je fais une crise d'angoisse sur le trottoir. Vraiment, je me sens vraiment pas bien. J'arrive pas à comprendre, d'où ça vient, mais je sais que ça a un lien avec lui et je décide de m'en aller, quoi. Après cet incident, je décide de lui envoyer un message et de lui dire, que, je veux absolument plus qu'il essaye de me recontacter ni de me parler, quand il me voit et que, si jamais il le faisait, je porterais plainte et que si j'avais pas porté plainte, jusqu'à présent, c'était parce que je respectais trop ses parents et que je voulais pas qu'ils aient affaire à une histoire pareille, mais que j'hésiterais pas à le faire s'il me recontactait, par n'importe quel moyen, à ce moment-là, et je l'ai rebloqué. En fait, je j'ai jamais voulu porter plainte. Pour moi, le seul truc qui est important c'est qu'il recommence jamais et je pense pas que porter plainte, ça puisse, apporter ça. J'avais entendu beaucoup de témoignages, de flics, qui ne croyaient pas du tout la victime. Moi, il faut savoir que c'est un viol conjugal, donc du coup, enfin, je sais pas si j'aurais été très prise au sérieux et en plus, j'étais droguée. Je pense que ce genre d'événement, ça m'aurait provoqué un autre traumatisme et j'ai pas voulu, prendre le risque, en fait. Du coup, aujourd'hui, ça va. Moi, je suis une psychanalyse qui se passe bien. Je suis en relation avec un garçon génial, toujours, donc c'est super et c'est un garçon avec qui je sors énormément. C'est qui est un mec aussi, du monde de la techno et il m'a fait prendre conscience de plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut aller en soirée techno, sans se droguer, comme des malades et on prend beaucoup de drogue ensemble, mais c'est beaucoup plus récréatif et maintenant je sais que j'ai un rapport beaucoup plus sain avec ça et je rencontre toujours des gens extraordinaires, il y a toujours autant une acceptation de soi et c'est toujours autant un défouloir, mais en fait, le monde de la nuit, ça m'a un peu entraînée, dans les enfers, mais c'est aussi ce qui m'a aidée à garder le cap grâce au monde de la nuit et aujourd'hui, je le vis, hyper bien, hyper sainement et ça m'a apporté, beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien et que les gens que j'ai rencontrés, c'est eux qui m'ont aidée à garder la tête hors de l'eau et qu'aujourd'hui, je les remercie et enfin, je suis pas prête d'arrêter de sortir parce que c'est génial et ça m'apporte énormément. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 198, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.